C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, une visite d'État historique, symbole de fraternité, de confiance mutuelle et de renforcement de coopération. Telle est la portée du séjour du président français Emmanuel Macron à Madagascar pour 2 jours. Les Malgaches ont réservé un accueil digne de son rang, que ce soit à l'aéroport d'Ivat, tout au long du trajet ou encore au palais d'État d'Iavlou, lieu de la rencontre entre le président Rajoelina et le président Emmanuel Macron, ainsi que leurs délégations respectives. Je vous dis qu'elle Ranjanirin, Antra Tanjaebe et Nza Ranjansu pour plus de détails. À 10h30, l'avion de la République française atterrit à l'aéroport d'Ivat, transportant le président Emmanuel Macron en visite d'État à Madagascar pour 2 jours. Un hommage digne de ce que représente une visite d'État a été réservé au président Emmanuel Macron et à son épouse Brigitte Macron à leur arrivée à l'aéroport d'Ivat. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre Tsai Christian, qui leur a transmis les salutations du président Rajoelina. 3 ministres du gouvernement français, des parlementaires, les représentants des départements français de l'océan Indien, ainsi qu'une délégation économique composée de chefs d'entreprise et de grands groupes français accompagnent le couple présidentiel. Ce dispositif témoigne de la proximité entre la France et Madagascar, autant sur le plan de la coopération que des liens de fraternité. Tout au long de la route d'Ivat au palais d'Iavlou, la population a salué les hôtes de marque agitant les drapeaux malgaches et français. Après les 21 coups de canon, le couple présidentiel français a fait son entrée au palais d'Iavlou, accueilli par le président Rajoelina et son épouse Mial Rajoelina. La rencontre s'est déroulée dans un esprit fraternel. Après les honneurs militaires et la revue des troupes, les 2 chefs d'État ont entamé une rencontre en tête-à-tête. Celle-ci a été suivie d'une réunion élargie entre la délégation française et le gouvernement malgache. Une coopération fondée sur la confiance mutuelle au bénéfice direct de la population, porteuse de développement. Tels furent les axes abordés. De nombreux domaines ont été évoqués. 6 accords de coopération entre Madagascar et la France ont été signés au palais d'Iavlou. Une volonté commune ressort. Renforcer la coopération et développer ensemble des projets concrets pour améliorer la vie des citoyens. Nos échanges se sont déroulés dans un esprit de respect et de partenariat. D'ailleurs, je me réjouis des nombreux protocoles d'accords signés. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette visite d'État marque une étape importante dans la coopération bilatérale France-Madagascar, mais surtout dans la concrétisation des projets qui façonneront l'avenir de Madagascar. Les discussions que nous avons eues ont été fructueuses et prometteuses avec un seul objectif, que tous les projets que nous portons ensemble doivent générer des impacts concrets et durables pour les populations. Ils doivent non seulement répondre aux attentes immédiates, mais aussi tracer des perspectives nouvelles pour les générations futures. Je suis personnellement convaincu que nous allons réaliser nos objectifs ambitieux et l'engagement de la France contribuera à donner un nouvel élan au développement de Madagascar. Enfin, Monsieur le Président, je vous remercie une fois de plus pour votre engagement à soutenir Madagascar dans ses efforts de transformation. Votre présence ici n'est pas seulement un symbole, mais un véritable acte d'amitié et de solidarité. Je vous remercie. Un moment exceptionnel, un tournant dans les relations entre la France et Madagascar, a souligné le président Emmanuel Macron, remerciant le président Rajoelina pour son invitation et le peuple malgache pour l'accueil qui leur a été réservé à lui-même et à sa délégation.
Madagascar et la France partagent une histoire commune et ensemble, ils veulent écrire une histoire nouvelle tournée vers l'avenir. Je suis sincèrement heureux d'être ici aujourd'hui sur les hauts plateaux de l'île, à Tananarive, et de pouvoir avoir ces temps d'échange avec vous, comme toujours, vous l'avez dit, avec respect, volonté d'agir ensemble. Et c'est une occasion unique de continuer à consolider et même transformer la relation bilatérale et dans le même temps aussi d'œuvrer pour l'océan Indien. Et je me réjouis tout à l'heure de retrouver nos homologues de la région, notre famille de l'océan Indien, et honoré d'être accompagné par les dirigeants régionaux et départementaux de nos territoires dans la région, sont la Réunion et Mayotte. Lors de nos échanges aujourd'hui avec le président Rajoelina, nous avons pu, une fois de plus, en effet, constater que nos deux pays sont unis par un lien fort, riche et dense. Vous l'avez rappelé, et ce lien est enraciné dans une histoire et aussi tourné vers l'avenir. Pour autant, les brûlures du passé ne consumeront en rien les liens qui nous unissent, et la France demeure l'un des principaux partenaires économiques de Madagascar, à travers des échanges bilatéraux qui, ces trois dernières années, ont dépassé le milliard d'euros par an, et j'en suis très fier. Plus de 55 filiales d'entreprises françaises sont présentes et emploient plusieurs dizaines de milliers de Malgaches. Elles investissent dans l'énergie, l'agro-industrie, le textile, les télécommunications, la distribution, les infrastructures de transport, les services financiers. Et avec Monsieur le Président, nous souhaitons aller plus loin. C'est pourquoi nous participerons tout à l'heure à un forum économique. Et plusieurs accords ont été en effet signés aujourd'hui pour favoriser l'accès à l'énergie et à l'eau à travers des projets structurants de grande envergure qui correspondent aussi aux besoins croissants du pays. Et je pense notamment au barrage hydroélectrique Volugbé avec l'implication d'EDF, vous l'avez rappelé. L'Agence française de développement porte aujourd'hui 600 millions d'euros de projets à Madagascar et nous engageons à poursuivre nos investissements solidaires sur un rythme encore plus important. Cette visite d'État revêt un caractère historique. Emmanuel Macron est le 4e président français à effectuer une visite officielle à Madagascar. L'histoire et la culture ont été placées au cœur de cette visite. Madagascar est le premier pays choisi par la France pour concrétiser sa politique de restitution des biens culturels, parmi lesquels le crâne du roi Tuera Sakalav, dont le retour sur la terre d'origine a été validé. Les relations diplomatiques, la coopération économique ainsi que de nombreux projets sociaux bénéficient d'un nouvel élan grâce à cette visite d'État. Mais cela ne s'arrête pas là. Les volets culturels et historiques viennent également renforcer davantage les liens entre les peuples malgaches et français. Et la première dame de France, Brigitte Macron, et la première dame de Madagascar, Mial Rajoelina, ont effectué une visite ce midi au centre de prise en charge intégré à Mamassen. Une occasion pour Madame Mial Rajoelina, également présidente de l'association FITI et championne de la lutte contre les violences basées sur le genre, de réaffirmer son engagement en faveur de cette cause. Brigitte Macron a salué l'existence de ce centre, soulignant qu'il protège les droits humains fondamentaux des victimes des violences et les aide à se reconstruire après les épreuves. Une visite discrète mais hautement symbolique a eu lieu ce jour au CPCI de Mamassen, centre dédié à l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre. Créé le 25 novembre 2019 lors de la célébration de l'Orange Day, ce centre incarne l'engagement ferme de la première dame malgache, nommée championne de la lutte contre les VBG, par l'UNFPA depuis avril 2019. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est ce centre. C'est un des sujets qui lui tient vraiment très à cœur, c'est la lutte et le soutien en fait aux victimes des violences basées sur le genre. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu le circuit d'une survivante quand elle vient ici au sein de ce centre. Ça a été créé en 2019, je disais tout à l'heure, suite en fait à la prise de position de Madame la Première Dame lors
discours, là où elle a porté haut la voix des victimes, des femmes victimes dans la société, parce que je pense que ça c'est un fléau international, c'est pas uniquement Madagascar, mais elle a osé donc porter au grand jour les violences qu'endurent les victimes. On parle beaucoup de femmes, il y a aussi des victimes masculines, hein, il y en a qu'on reçoit ici au centre, mais c'est très minoritaire, parce qu'en fait les hommes aussi n'osent pas trop venir partager leurs problèmes, mais ça commence à venir de plus en plus. Sinon aussi, au sein de ce centre aussi, on reçoit des cas de violence d'enfants. Les 2 premières dames ont suivi le parcours complet d'accompagnement proposé au CPCI, de l'accueil à la prise en charge juridique, en passant par la brigade féminine de proximité, la police des mœurs et de la protection des mineurs, le soutien psychosocial, les formations, l'assistance médicale et l'accompagnement psychologique. Violences psychologiques, les violences corporelles, et c'est un cycle au fait qui peut se reproduire dans un environnement sans que la victime se rende compte. D'accord, donc vous les alertez quand il y a des signes un petit peu... On leur fait comprendre que même en venant ici, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont victimes de violences. Souvent, on leur fait comprendre qu'elles sont coupables de ce qui leur arrive. Donc on est là pour les rassurer et pour expliquer quel est le schéma du cycle de violence. Il faut savoir qu'avant l'existence de ce centre, il n'y avait pas de loi qui régissait les victimes de violence. Donc on a dû se battre pour obtenir cette loi et qu'elle soit appliquée aussi. Ça c'est une autre paire de manches pour aider les victimes de violence. La violence pourrait être gratuite dans certaines cultures. Bien sûr. Et on est en train de travailler pour éduquer les hommes pour qu'ils respectent leurs femmes. Parce que c'est pas... Mais c'est un sujet, encore compliqué, mais on y croit. Oui, tout. Vous avez plusieurs pôles, parce que tout se fait de concert. Et on est là pour accompagner les victimes jusqu'au bout. On n'est pas juste là pour recueillir la parole et les plaintes, mais on est là aussi pour les accompagner pour qu'elles deviennent autonomes. La visite s'est clôturée par une rencontre émouvante avec 2 survivantes de violences, l'une victime de violences sexuelles, l'autre de violences conjugales. Ces témoignages ont profondément touché Brigitte Macron, qui a tenu à féliciter la première dame Mial Radziwiłł pour l'initiative de ce centre et a exprimé le souhait de voir émerger d'autres structures similaires. Ce type de centre est essentiel pour permettre aux victimes de retrouver leur dignité, leurs droits et leur place au sein de la société, a-t-elle déclaré. D'abord une très grande émotion devant le témoignage de la petite fille que j'ai rencontrée, de la jeune femme qui nous fait mesurer l'horreur de ce qu'elles vivent. Et tous les types de violences, on parle de violences physiques, violences verbales, violences psychologiques, violences économiques, violences sexuelles, à tout ce à quoi elles sont exposées. Donc c'est encore une prise de conscience de l'intolérable. La première chose, et je veux dire à quel point je vous remercie la première dame de tout ce qu'elle fait, parce que je mesure ce qu'une telle maison peut apporter, mais il va falloir beaucoup de maisons comme ça malheureusement pour pouvoir qu'elles récupèrent leurs droits, parce que fondamentalement c'est de ça dont il s'agit. La prise de conscience d'abord de leurs droits et comment les aider à se défendre et comment les aider à se reconstruire. Donc ici, il y a des formations aussi qui sont faites, il y a des aides judiciaires, il y a des aides médicales, c'est une maison très complète. Donc je mesure, madame, à quel point ce que vous avez fait est important et tout ce que vous allez continuer à faire, parce que je mesure aussi votre volonté. Et je vous dis un grand merci au nom des femmes, un grand merci. C'est un combat universel, mais celui qu'elle mène est particulièrement dur. Selon les statistiques du centre, 11 703 personnes victimes de violences ont été reçues au CPCI de Mamassem entre novembre 2019 et avril 2025. Sur la même période, 13 209 cas de violence ont été pris en charge.
Les formes de violence les plus fréquentes sont les violences morales et psychologiques, suivies des violences économiques, physiques et sexuelles. Outre l'accompagnement, le CPCI dispense également des formations pour permettre aux victimes de retrouver une autonomie économique en vue de leur réinsertion sociale. Tous les services offerts par le centre sont gratuits, confidentiels et proposés en partenariat avec plusieurs acteurs engagés aux côtés de l'association FITI. Et les jeunes Malagasy ont du potentiel pour l'entrepreneuriat, confirme le président Emmanuel Macron lors de la rencontre avec les jeunes à Dafiavarach. Ces jeunes sont encouragés à entrer dans le domaine de l'agriculture car Madagascar a les potentiels selon lui. De son côté, le président de la République, Andry a soutenu qu'il faut croire en ses rêves et être enthousiaste pour réussir dans la vie. Le succès est marginal. De nombreux entrepreneurs ont échoué, mais ils ont appris de leur échec pour rebondir, souligne le président français Emmanuel Macron. Le seul défaut terrible est de se laisser abattre par ces échecs. Il encourage ainsi les jeunes à avoir de l'audace, à ne jamais renoncer dans la vie. Il a également souligné que les jeunes Malagasy ont le potentiel pour l'entrepreneuriat et il les encourage à intégrer surtout dans le domaine de l'agriculture. Parce que le président, à juste titre, a mis au cœur de notre sommet demain, justement de la communauté de l'océan Indien, la sécurité alimentaire. Et c'est vrai que quand on regarde la situation, elle est très contrastée, parce qu'il y a un potentiel agricole dans toute la région qui est fait absolument formidable, qui n'est pas totalement exploité. Il y a en même temps des défis climatiques qui font que les épisodes de sécheresse sont de plus en plus nombreux. Les cyclones, et nous les avons connus, et Mayotte et la Réunion pour le territoire français, et Chido et Garance ont connu été des moments absolument terribles pour nos territoires et nos agricultures, et donc on doit aller vers l'autonomie alimentaire de la région, et on doit aller vers une agriculture plus résiliente. Et pour ce faire, on a besoin de plus de coopération. Et au fond, la France est présente dans cette région à travers deux territoires très contrastés. Mayotte n'est pas en autonomie alimentaire, et en fait, si on veut que la vie soit moins chère, il faut développer l'agriculture mahoraise, mais il faut aussi beaucoup plus coopérer avec le reste de la sous-région. Qu'est-ce qu'on a fait au moment de Chido? On a pris les décisions d'un seul coup de suspendre les règles, et je veux vous remercier parce que vous nous avez beaucoup aidés, comme tous les pays de la région, et ce faisant, on a pu consommer du zébu de Madagascar à Mayotte, on a pu avoir du riz des Comores ou d'ici, etc., etc. Ensuite, on a la Réunion, un territoire qui, lui, est allé vers beaucoup plus d'autonomie alimentaire. Si je prends les fruits et légumes, ils consomment 70% de ce qu'ils produisent. Mais on veut encore faire davantage, et on veut là aussi, quand on ne produit pas, développer de l'apport qui vient de la sous-région, parce que ça correspond au goût, c'est beaucoup moins cher, et puis ça nous permet aussi d'avoir des coopérations régionales. Et donc ce qu'on veut vraiment travailler, c'est la consolidation d'une agriculture dans l'océan Indien, qui soit beaucoup plus productive et beaucoup plus résiliente. L'accès au financement est difficile à Madagascar. Pour cette raison, et afin de soutenir les jeunes entrepreneurs malagasy, le président Andry a mis en place le programme FIARIN, un programme qui permet aux jeunes entrepreneurs d'obtenir des prêts à un moindre taux comparé aux prêts bancaires. Concernant par rapport à votre question, qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse aujourd'hui? Étant donné que j'étais même dans l'entrepreneuriat, je sais que il faut aider la jeunesse, et surtout particulièrement à Madagascar, parce qu'on ne peut pas entreprendre sans qu'on ait les financements nécessaires si on a un projet. Donc vous êtes banquier, effectivement à Madagascar, c'est très très difficile pour la jeunesse d'accéder justement à des prêts. C'est quasiment impossible. C'est pour cette raison que depuis le début de mon mandat, j'ai mis en place un programme qui s'appelle FIARIN. On travaille avec la banque pour sélectionner les dossiers et financer des projets dans l'agriculture, dans l'high-tech, dans l'élevage, dans le commerce également. Et cela a permis, nous avons mis en place 40 millions d'euros chaque année pour financer en fait les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs à Madagascar. Et cela a créé aujourd'hui plus de 100
105 000 exactement de projets ont été sélectionnés et financés par ce projet. Ça, c'est un devoir, justement, d'aider la jeunesse malgache. Et aujourd'hui, ils sont nombreux qui ont réussi dans plusieurs secteurs, de l'exportation également. Le président français Emmanuel Macron et le président Andrzej ont rencontré cet après-midi des centaines de jeunes issus de plusieurs régions dans le cadre du programme Alefa Jeunes Talents. Dans les actualités également, tous les préparatifs pour la tenue de la réunion du sommet des chefs d'État et de gouvernement au sein de la COI 5e édition sont achevés. Madagascar est prêt à accueillir le sommet demain au CCI IVAT. Le programme résumé dans ce reportage de Natera Koutmav. Les pays membres de la Commission de l'océan Indien ont confirmé leur présence pour demain et sont même déjà dans nos murs pour assister au 5e sommet de la Commission de l'océan Indien au COI. La Réunion, Maurice, Seychelles et les Comores seront là pour participer pleinement au sommet au CCI IVAT. Madagascar est fin prêt pour l'accueil du sommet et les préparatifs sont déjà finalisés. Au programme, selon la ministre des Affaires étrangères malagasy, il y aura l'ouverture officielle du sommet, suivie des activités culturelles pour présenter les richesses du pays et qui font sa renommée, mais aussi pour montrer l'union et la solidarité des pays membres de la COI. Il y aura également la cérémonie de signature d'accords de coopération et une réunion des chefs d'État et de gouvernement, une réunion qui se divisera en deux parties, notamment les conférences débats pour faire le bilan de la COI et les enjeux futurs qui attendent les membres, surtout en matière de coopération. Le deuxième point se focalisera sur la sécurité et l'autosuffisance alimentaire et pour lesquelles Madagascar doit apporter des solutions en tant que plus grande île et grenier de l'océan Indien. En marge de ce sommet de la COI, d'autres rencontres seront au programme comme les rencontres B2B, des business forums pour favoriser les coopérations entre les pays membres de la COI et élargir les domaines de coopération. Des expositions auxquelles participeront chaque pays et les partenaires durant la COI sont aussi au programme. Et les 4 chefs d'État et de gouvernement sont arrivés chez nous depuis hier pour assister au 5e sommet de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra demain au CCI IVAT. Le président de la République des Seychelles, Wavel Ramklawan, est le premier arrivé hier vers 16h50 à l'aéroport international d'Antananarivo. C'est aujourd'hui, vers 10h30, que le président français et à la fois président de la région française de la Réunion, Emmanuel Macron, est arrivé à Madagascar. Il est venu pour une visite d'État dans le pays, mais aussi pour assister au 5e sommet de la COI de demain. Le président de la République des Comores, Azali Assoumani, quant à lui, est arrivé vers 13h45 ce jour, si le Premier ministre de la République de Maurice, le docteur Navin Chandra Raghulan, est arrivé vers 15h45. Toujours dans ce contexte, plus de 2000 éléments de force de l'ordre, dont des policiers, des gendarmes et militaires, sont mobilisés dans la capitale à l'occasion de la visite d'État et du sommet de la Commission de l'océan Indien. En plus des patrouilles sur le terrain, ces forces assurent la sécurité dans les lieux de réunion et de rencontres prévues durant 2 jours. Les dispositifs de sécurité ont été mis en place dès mi-avril en préparation du sommet de la COI. Cette opération, sous la coordination de l'EMONAT, regroupe la police, la gendarmerie et l'armée dans un effort conjoint pour garantir la sûreté publique. Outre les patrouilles régulières et les contrôles de routine, le dispositif a été renforcé par des unités supplémentaires, aussi bien en uniforme qu'en tenue civile. Des caméras de surveillance ont également été déployées dans les principaux axes de la capitale, contribuant à un suivi permanent de la situation. Selon les responsables, la collaboration avec les citoyens fait également partie intégrante de cette stratégie sécuritaire. Face aux tentatives de perturbation de la visite d'État et du sommet de la COI par certains individus, l'EMONAT a tenu à rassurer l'opinion. Des mesures fermes et des sanctions appropriées sont prévues pour prévenir tout trouble à l'ordre public. L'EMONAT appelle la population à respecter les consignes de sécurité tout au long de ces 2 jours d'événements pour le bon déroulement de la visite et du sommet.
Dans un tout autre sujet, une messe d'action de grâce s'est tenue ce jour à l'écart Saint-François-Xavier d'Antanmen en reconnaissance des bénédictions reçues par l'Église grâce au pape François. La célébration a été officiée par le cardinal le Désiré Tsarahazan, entouré d'une nonce apostolique et des évêques représentant les différents diocèses du pays. Le pape François, décrit comme un homme humble, simple et profondément dévoué à son poste, laisse une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Église et particulièrement à Madagascar. Antoniana Martina et Yves Janel. De nombreux fidèles catholiques se sont rassemblés ce matin à l'écart Saint-François-Xavier d'Antanmen pour assister à cette messe d'action de grâce dédiée au pape François. Présidée par le cardinal Désiré Tsarahazan, cette messe solennelle a réuni également le nonce apostolique et les évêques de chaque diocèse. Plusieurs membres du gouvernement et du bureau permanent de l'Assemblée nationale y ont pris part en signe de solidarité avec l'Église catholique à l'occasion du décès du Saint-Père, chef de l'Église catholique universelle. Durant son pontificat, le pape François a incarné l'humilité, l'amour des plus démunis et n'a cessé de prôner la fraternité et la paix. Il n'a jamais manqué d'appeler à la sérénité dans les régions du monde touchées par la guerre et les conflits. Un extrait de sa dernière lettre, publiée le 24 octobre 2024, a également été lu durant la messe. Ce texte est considéré comme le dernier message spirituel du pape François à l'attention des fidèles du monde entier. Le pape François a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'Église catholique et du monde. Son attachement à Madagascar a été souligné aujourd'hui. Selon le nonce apostolique, la récente nomination de l'évêque de Fénois-Rivest par le pape François a été la dernière qu'il a faite avant sa disparition. Et le cardinal Désiré Tsarahazan quittera Madagascar ce soir pour se rendre à Rome. Il participera non seulement aux funérailles du pape, prévues ce samedi, mais également au conclave qui désignera le prochain pape. Antoniana Martina, Sech Indianabu. Monseigneur Désiré Tsarahazan devient ainsi le 3e cardinal malgache à prendre part à un conclave. Une première pour lui et un moment fort pour Madagascar, qui n'avait pas été représenté lors du dernier conclave en 2013. Conclave qui avait vu l'élection du pape François. Devant les journalistes, à l'issue de la messe célébrée ce matin à l'écart Saint-François-Xavier d'Antanmen, le cardinal a exprimé l'importance de cet événement historique pour l'Église à Madagascar. Il a confirmé son départ pour Rome dans la soirée. Dans un premier temps, il participera aux obsèques du pape François qui auront lieu samedi. Ensuite, il prendra part au conclave, un processus électif hautement symbolique auquel il participe pour la première fois de sa vie. C'est un moment de recueillement, mais aussi une grande responsabilité que je m'apprête à assumer au nom de l'Église à Madagascar, selon le cardinal. Le successeur du pape François devrait être connu dans les jours à venir. À ce jour, 135 cardinaux de moins de 80 ans voteront lors du conclave. En sport, les efforts des écoles de foot dans l'éducation sportive portent leurs fruits car ce sont ces dernières qui affronteront les quarts de finale du tournoi Viva Football U17, 2e édition. Les quarts de finale auront lieu demain au stade CFFA Yavlou. Voici les résultats des 8e de finale et le déroulement des quarts de finale. Anzara Donarville. 16 équipes sont sorties vainqueurs de la phase de groupe du tournoi Viva Football U17 2e édition. Selon les résultats, les équipes des écoles de football se sont démarquées. Durant le premier match, l'équipe EFMA ou École de football mixte d'Antananarivo a vaincu le Football Club Nanjalange ou LGA sur le score de 1-0. Le CFFA Indouaran Foot s'est sorti victorieux des tirs au but par 4-2 après un match nul 0-0 contre le Sinaya FC. L'AS Nouvel Espoir a vaincu l'Académie Buffalo Football sur le score de 3-0. JSEM Nansan est sorti victorieux après les tirs au but contre Niav FC sur le score de 3-1 après un match nul de 0-0.
Toujours après les tirs au but, le FC Fix a vaincu l'UEFA sur le score de 3 buts à 1 après un match nul 0-0. L'AS Tiakic a été vaincu par Jet Elite sur le score de 1 but à 0 et l'USAJ a vaincu le club Izada Avenir d'Ambatrouk sur le score de 1 but à 0. Voici les programmes des quarts de finale de demain jeudi au stade CFFA à Yavlou. À 8h, EFMA contre CFFA, Académie Buffalo contre Dignitas, JSEM contre FC Fix, AS Jet Elite contre USAJ. À l'international, le cercueil du souverain pontife est transféré ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome, où les fidèles pourront lui rendre un dernier hommage. France 24. Un hommage en silence et dans l'intimité, avant l'exposition à la foule et au public. Des cardinaux du monde entier ont prié dans la chapelle Sainte-Marthe au Vatican, devant le cercueil du pape François. La dépouille du souverain a quitté peu après 9h la chapelle et la résidence Sainte-Marthe, son lieu de vie depuis son élection en 2013. Cette cérémonie dite de la translation a réuni des cardinaux et des prélats du monde entier au rythme des cloches de la basilique et encadrée par les gardes suisses. Un trajet court de 600 mètres dans le Vatican, entre la chapelle et la basilique Saint-Pierre. Le cercueil du souverain pontife, porté par une dizaine d'hommes, est resté ouvert et le restera jusqu'à la veille de la messe de l'enterrement, samedi. Il avait simplifié avant sa mort le protocole des funérailles, préférant notamment un cercueil en bois simple, au triple cercueil traditionnel en cyprès, plomb et chêne. Des milliers de personnes se sont pressées place Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage au pape, une figure inspirante pour ses fidèles. C'est comme un membre de la famille, quelqu'un de très cher à nos cœurs, quelqu'un qui a rendu l'Église accessible et inclusive à tous. Je dirais qu'il était un père de l'Église et il était pour moi un modèle de sainteté. C'est accompagné par des chants liturgiques que la dépouille de Jorge Bergoglio est entrée dans l'impressionnante basilique Saint-Pierre. Elle va reposer devant l'autel, simplement surélevée et pas sur le traditionnel catafalque. Là encore, le pape François a voulu une exposition plus simple comme celle des évêques, un signe de modestie face à une cérémonie qu'il trouvait trop chargée. Le public va pouvoir se recueillir devant sa dépouille durant 3 jours. À la mort de Benoît XVI en 2022, près de 200 000 fidèles s'étaient déplacés. 9 personnes ont été tuées et 32 blessées dans une attaque de drones russes contre un bus à Maranet, dans le sud-est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur de la région. France 24. Au petit matin, les habitants de Poltava ne peuvent que constater les dégâts. Dans la nuit, plusieurs attaques de drones russes se sont abattues sur cette ville de l'est de l'Ukraine. L'un d'entre eux s'est écrasé à quelques mètres à peine de cet immeuble, faisant tout voler en éclats. Nous étions déjà allongés pour nous reposer quand nous avons entendu un énorme fracas. Tout a volé en éclats en même temps, même les vitres. Tout le monde a commencé à sortir. J'ai attrapé ma grand-mère, car elle pouvait à peine marcher, et nous avons eu du mal à sortir. Nous sommes malgré tout sortis, avons regardé, tout était en feu, tout était brisé. Plus de 130 drones russes ont été aperçus dans le ciel ukrainien cette nuit, provoquant de violents incendies, comme ici à Kharkiv. Et ce mercredi matin, une nouvelle attaque a cette fois visé un bus de travailleurs dans le sud du pays. La violence du choc n'a laissé aucune chance à ses occupants. L'attaque ennemie a fait 9 morts. Condoléances à la famille et aux amis. Le nombre de victimes est en constante augmentation. Selon les informations actuelles, il serait au nombre de 30. Hier soir déjà, les frappes ont fait plusieurs victimes, comme ici à Zaporizhzhia ou dans cet hôpital de Kherson. Pour terminer, Donald Trump a assuré qu'il n'avait pas l'intention de renvoyer le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, semblant témoigner d'une volonté d'apaisement après que ses virulentes critiques contre ce dernier ont fait tanguer les marchés financiers. France 24. Réelle volonté d'apaisement ou changement d'avis dicté par les marchés, il est bien difficile de suivre le raisonnement de Donald Trump. Alors qu'il qualifiait encore lundi le patron de la Fed, Jerome Powell, d'immense loser, faisant craindre un licenciement imminent, voilà que le président américain fait volte-face. Non, absolument pas. La presse s'emballe. Non, je n'ai pas l'intention de le licencier. J'aimerais le voir se montrer un peu plus actif dans sa démarche de baisser les taux d'intérêt. C'est le moment idéal pour le faire.
Après un plongeon à Wall Street où le dollar est tombé lundi à son plus bas niveau depuis 3 ans, cette prise de parole a quelque peu calmé les marchés. Soulagés, ils le sont aussi depuis que Donald Trump a montré un certain adoucissement envers la Chine et parlé ce mardi d'une baisse substantielle des taxes imposées sur les produits en provenance de Pékin, qui atteignent aujourd'hui 145%. Nous serons très gentils. Ils seront très gentils et nous verrons ce qui se passera. Mais en fin de compte, ils devront conclure un accord, faute de quoi ils ne pourront pas traiter avec les États-Unis. Mais loin de vouloir calmer le jeu avec l'administration Trump, la Chine a, elle, appelé mardi le Royaume-Uni et l'Union européenne à défendre le commerce mondial face à l'offensive américaine. Et ce mercredi, le président chinois Xi Jinping a déclaré que les droits de douane nuisent au commerce international. La Chine et l'Union européenne devraient assumer des responsabilités internationales, défendre d'un commun accord le système de commerce multilatéral et travailler ensemble pour construire une économie mondiale ouverte. Les revirements de l'administration Trump et les incertitudes persistantes pèsent déjà lourd sur l'économie américaine. Le FMI prévoit que l'économie des États-Unis progresse d'1,8% cette année, soit 0,9 points de moins que sa précédente estimation de janvier.